Bien, chers amis, bonjour, de bon matin, bienvenue à ce point info spécial intelligence artificielle, point info deuxième du nom, puisque vous étiez déjà nombreux l'an dernier ici au Congrès des maires en compagnie de Patrick Molinoz et de Michel Sauvagne, nos deux coprésidents de la commission numérique, dont vous suivez quotidiennement les travaux. Sur ce sujet des intelligences artificielles mises au service de la gestion publique, hein, c'est quand même de ça qu'il s'agit. En l'occurrence, les IA sont partout, on l'entend à longueur de journée. Le salon est plein de propositions de valeur en termes d'intelligence artificielle pour faire tout et parfois n'importe quoi. La vigilance est de mise, mais en même temps, depuis l'an dernier, après la phase de découverte, voire de vigilance, voire parfois de méfiance, visiblement, un grand nombre de collectivités ont commencé à mettre les mains dedans et à réfléchir à ce qu'elles pouvaient en faire. Donc on va ouvrir cette séquence avec nos deux coprésidents et notamment donc avec Patrick Molinoz, qui est, je vous le rappelle, maire de Venaré-les-Laumes dans Côte-d'Or et également président de l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle en Bourgogne-Franche-Comté. C'est à ma connaissance la seule agence régionale qui s'intéresse spécifiquement à ce sujet, mais vous me corrigerez peut-être. Et non, on avait dit que c'était vous, Patrick. J'aime bien changer l'ordre des choses. Ils sont très stressés parce qu'on commence avec 5 minutes de retard. Mais comme c'est le premier atelier de la matinée, que des métros étaient en retard, je voulais un peu laisser le soin aux uns et aux autres d'arriver et de s'installer. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, on était là l'année dernière dans une configuration, dans une salle un peu plus petite, si je me souviens bien. Et le signal de cette salle plus grande, c'est parce que celle de l'an dernier, effectivement, était pleine et qu'on n'avait pas pu accueillir tout le monde, ce qui était déjà un signal. Alors, je ne vais pas dévoiler à ce stade le détail de ce que Jacques Priol va nous dire, mais on vient de l'évoquer, l'intelligence artificielle, si ce n'est dans les esprits, c'est de toute façon face à nous tous les jours. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal, écouter une émission de télé, il n'y a pas 24 heures sans qu'un sujet d'intelligence artificielle positif, inquiétant, enthousiasmant ne survienne, dans tous les domaines. Dans la santé, dans l'économie, en politique, etc. Il y a 2 ans, je vous l'avais peut-être dit l'année dernière, j'étais aux États-Unis avant le grand show, Consumer Electronic Show à Las Vegas, qui a lieu tous les ans, qui réunit tout ce que le monde compte d'innovation, et notamment d'innovation numérique, mais pas uniquement. Et il y avait un grand débat sur CNN, et le thème, c'était quels sont les risques pour l'année qui s'ouvre. Et les débatteurs disaient il y en a 2. Le premier, c'est Poutine, à l'époque déjà. Et le deuxième, c'est les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Risque pour la démocratie, risque pour les grands équilibres. Et on ne peut pas considérer le sujet intelligence artificielle ni d'une manière idolâtre, ça va tout résoudre demain, ni d'une manière catastrophiste, c'est la fin du monde. L'intelligence artificielle, c'est comme la découverte de l'atome, ça peut donner la bombe atomique et ça peut permettre de soigner des millions de personnes et de résoudre des problèmes qu'on ne saurait pas résoudre aujourd'hui. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu café du commerce. Nous, dans nos communes, moi, ma commune a 2800 habitants. En Bourgogne-Franche-Comté, sur 3800 communes, 98% ont moins de 3500 habitants. Autant dire qu'on n'a aucune ingénierie, aucune compétence en interne pour aborder ce sujet, ce qui ne veut pas dire que nos secrétaires de mairie et nos agents n'utilisent pas ou ne vont pas utiliser demain ou après-demain des intelligences artificielles génératives sans aucun contrôle. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes ne nous arrive pas, peut-être, parfois, de demander à une intelligence artificielle générative de nous amener quelques éléments, parce que ça va, si on sait poser la bonne question, tellement vite. Et on ne se pose pas toujours la question de la qualité de la réponse, de comment elle a été construite, et en vérité, la qualité. Alors, les vendeurs, les technolâtres nous disent « Ne vous inquiétez pas, à la fin, c'est l'homme et la femme qui décident
moi je dis attention, ce n'est pas l'homme et la femme qui décident. Enfin, on décide sur la base de ce qui nous est donné. Et si ce qui nous est donné est vérolé, notre décision ne peut pas être juste. Donc, on a un sujet d'amont. Il faut que ce qui nourrit l'intelligence artificielle soit d'absolue qualité, que la donnée, qui est le carburant de l'intelligence artificielle, soit propre, sécurisée, souveraine, pour que les outils travaillent sur des choses raffinées. Si je prends encore une fois l'image du carburant et de la voiture, il faut que le carburant soit propre, il faut que l'énergie soit propre pour que le moteur tourne bien. Et après, il faut que le moteur, l'intelligence artificielle, le truc que la plupart d'entre nous ne comprenons pas, si on n'est pas informaticien, si ça va pas être notre métier, si on n'a pas cette technicité-là, il faut que ce truc-là, il soit propre aussi. Il fonctionne bien, il soit souverain, il ne nous pique pas les données et il ne nous donne pas de fausses informations parce que s'il est mal configuré, il nous amènera de mauvaises réponses et nous ne pourrons là encore pas prendre de bonnes décisions. Mais si on s'est assuré de ces deux choses-là, qui sont essentielles, alors derrière, le champ des possibles est infini. Et d'une puissance, je ne sais pas si vous avez pu déjà expérimenter ou voir ce que des outils d'intelligence artificielle peuvent produire, mais c'est extraordinaire. Je ne parle pas de écris-moi un discours sur où il vous sort. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. L'intelligence artificielle dans l'industrie, dans l'économie, ça vous dessine une fourche de moto en 2 secondes avec 3 types de matériaux différents, toutes les spécifications, 10 jours de travail d'ingénieur en 10 secondes. C'est extraordinaire. L'analyse des images, l'analyse des photos en santé, ce que ça va pouvoir sans doute permettre en accélération de développement de médicaments. Bref, c'est partout. Ça nous éloigne un peu du besoin de la commune. Commencez pas à faire comme si j'étais trop long, parce que si je vous sens dans mon œil faire comme si c'est trop long, je continue. Ce que l'Observatoire va montrer, c'est que nous nous y intéressons de plus en plus. On va voir des communes, Cannes va s'exprimer, on va voir de grandes communes, des communes qui ont un peu de moyens, montrer et démontrer qu'elles se sont lancées à bras-le-corps dans le sujet. Il y a 1000 applications possibles dans le domaine communal. Et puis, il y a les 98% de Bourgogne-Franche-Comté que j'évoquais tout à l'heure. Il y a toutes les communes qui n'ont qu'un ou 2 agents. Il y a toutes les communes qui n'ont aucun agent en matière informatique, qui, elles, se disent, ce truc est là. On entend bien, tout le monde nous dit que ça va être utile. On est convaincu ou on est à 2 doigts de l'être, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Comment on s'assure qu'on ne va pas nous vendre du vent? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de propositions et j'ai cru comprendre dans le propos que peut-être dans les propositions qui sont sur la table là, elles ne seront pas toutes absolument utiles pour les communes. Comme à chaque fois qu'il y a une grande innovation, on a des gens qui testent des choses, qui nous proposent des nouveautés. On n'est pas absolument certain que sur 1000 idées, il y en a 999 qui s'avéreront efficaces pour notre fonctionnement communal ou pour nos concitoyens. Et comme on est au tout début de l'histoire, forcément, il y a des choses qui vont expérimenter et on va innover, et il y a des choses qui vont s'avérer extraordinaires, puis il y a des choses qui vont tomber d'elles-mêmes parce que la bonne idée, in fine, va s'avérer non opérante. Et donc, un des enjeux, me semble-t-il, absolument essentiel, si on veut réussir ce tournant, ce virage sans doute fondamental dans l'histoire de l'humanité, de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut vraiment le dire comme ça. Jamais on n'a connu quelque chose qui accélère à ce point, qui ouvre des perspectives aussi vertigineuses, à tel point que ça peut faire peur. Si on veut réussir cette affaire-là, hier j'ai accepté, ce que je n'accepte jamais habituellement, une invitation d'un acteur privé pour un dîner. Je suis allé dîner chez Google pour écouter. Et il présentait, il y avait un sondage qui a été fait qui laissait à penser que les Français n'ont pas du tout peur globalement de l'intelligence artificielle, mais que les élus pouvaient être un peu plus prudents. Moi je dis, heureusement que les élus sont plus prudents, parce que notre rôle à nous, c'est d'anticiper les complexités et d'orienter nos concitoyens vers ce qu'on pense être un chemin d'intérêt général. Un chemin d'intérêt général. Et ça n'est pas la vocation
d'acteurs privés. Ah, la fête a commencé. La puissance, face à la puissance des acteurs privés, on le connaît traditionnellement, même dans les interactions qu'on peut avoir avec nos fournisseurs de logiciels. Quand vous parlez à Berger-Levrault et qu'ils viennent vous vendre des trucs, notre capacité à dire non, ce que vous nous racontez n'est pas tout à fait juste ou correspond pas tout à fait, bah, si on a des services très structurés, c'est possible. Quand on est tout seul avec sa secrétaire de mairie, c'est déjà moins facile. Donc, la solution à tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est se parler, c'est échanger, et sur nos territoires, c'est tricoter du lien entre les différents niveaux de collectivité. Moi, j'ai été conseiller départemental, je suis vice-président d'une région, je préside une agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, effectivement, et je conteste absolument la guéguerre entre niveaux de collectivité. Sur ce sujet-là, il ne faut pas faire de politique politicienne. Il n'y a pas d'histoire de droite, de gauche, de bas, de machin. Il y a un sujet qui est, si les collectivités ne trouvent pas des moyens de mutualisation, nous n'aurons pas la capacité à confronter les offres privées et à appréhender l'ensemble des enjeux. Parce que les spécialistes, les experts dans ces domaines sont très très chers et très rares. Alors peut-être que, j'ai vu une proposition, peut-être que la métropole du Grand Paris, Nantes, Cannes, arrive évidemment à faire des choses extrêmement intéressantes et à avoir des personnels extrêmement qualifiés. Quand vous avez 2800 habitants ou 150 habitants, c'est même pas la peine d'y penser. Donc la seule solution, c'est des outils de mutualisation. Ce sont des acteurs publics dont vous devez être membre. Alors ça peut être comme chez nous un groupement d'intérêt public, ça peut être comme en Bretagne Mégalis, un syndicat mixte, ça peut être comme dans d'autres régions, je sais pas, Ressia en centre-Val de Loire, j'en cite quelques-uns qui traitent les sujets numériques. Mais il faut absolument qu'il y ait de la mutualisation d'acteurs publics pour apporter le conseil et l'expertise qu'individuellement, on n'est absolument pas capable de porter dans nos communes, alors même qu'on a un besoin criant et urgent d'utiliser l'intelligence artificielle. Il y aura demain, et j'arrête là-dessus, ceux qui l'utiliseront et ceux qui ne l'utiliseront pas. Sincèrement, ceux qui ne l'utiliseront pas vont prendre un retard considérable. Et on a déjà vu dans le passé ce que la fracture territoriale, réelle ou ressentie, pouvait provoquer de réactions en termes électoraux vers des polarisations des positions, vers de l'extrémisation. Il faut arrêter de dire que dans les territoires ruraux, les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère du monde. Il faut que dans les territoires ruraux, maintenant qu'on a du très haut débit à peu près partout, on a la même capacité d'apporter un niveau de service à peu près équivalent ou équivalent à celui des grandes métropoles. Et la seule manière de le faire, encore une fois, je crois, sur l'intelligence artificielle, c'est la mutualisation. Merci beaucoup Patrick Molinoz. Restez avec nous juste pour entendre Michel Sauvade. Alors Michel, plus spécialiste des infrastructures et des fractures numériques, je dirais, de réseau. Mais en tant que maire de Marsac en Livradois dans le Puy-de-Dôme, c'est un sujet, l'intelligence artificielle, qui vous intéresse, que vous avez commencé à investiguer. Alors, bonjour à tous, oui, évidemment. Et je suis particulièrement satisfait aujourd'hui que nous nous trouvions aussi nombreux dans cette salle, parce que nous sommes l'AMF. Comme l'a dit Patrick Molinoz, nous ne sommes pas en capacité, pour la plupart d'entre nous, de mobiliser la totalité des moyens indispensables, la donnée, l'ingénierie et les capacités de stockage. Mais par contre, nous sommes des acteurs de ce processus de développement de l'intelligence artificielle, comme nous sommes les acteurs de proximité de tout ce que nous avons à produire dans nos collectivités, à construire dans nos collectivités. Il y avait une table ronde, un point hier sur les infrastructures, justement, comme tu l'évoquais, Sébastien. Eh bien, très clairement, lorsque quelque chose ne marche pas, nous sommes rendus responsables. Lorsque quelque chose marche, nous devons également accompagner l'ensemble de nos concitoyens vers un projet politique
qui est celui d'un aménagement équilibré de nos territoires. Et dans ce cadre-là, ça n'est pas parce que nous n'avons pas, nous seuls, les moyens de l'intelligence artificielle que nous sommes seuls. Patrick est vice-président de région, je suis vice-président de département en charge du numérique, et il a raison d'insister sur la nécessaire complémentarité des différentes collectivités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, maires, ici présents, à travers l'AMF et sur le terrain, nous devons considérer que l'intelligence artificielle, mais je dirais que d'une manière générale, le numérique n'est pas un sujet techno qu'on met quelque part dans le back-office, excuse-moi le terme, mais qu'on classe dans les moyens généraux, dirait-on, dans les ministères, et que ce numérique, au contraire, c'est un portage politique extrêmement important dont nous avons besoin. Et l'AMF en fait la démonstration ici, dans cette salle qui est pleine. Nous, maires, nous avons la volonté, tous ici, d'assumer ce portage politique du numérique pour les projets de développement de nos territoires. Je ne serai pas plus long, vous avez compris que Patrick est le porteur de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine sur cette question-là. Cet espace-là est un espace d'échange. On laisse la parole à un apport d'information et surtout beaucoup de temps pour les questions très nombreuses des uns et des autres. Merci de votre participation active. Réunis, nous montrons un message extrêmement important de notre volonté de nous engager politiquement sur ce sujet. Merci, merci à nos deux coprésidents que je vous invite à applaudir, qui vont retrouver leur place de grands témoins. Et donc en écho et je dirais en droit de suite, on va accueillir tout de suite Jacques Priol, qui dirige l'Institut Data Publica, pour la révélation finalement de l'observatoire de cette année, qui semble montrer qu'après une phase de découverte, voire d'interrogation, les collectivités commencent à s'emparer de l'IA. Et Jacques, je vous laisse nous raconter où on en est. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Donc effectivement, Jacques Priol, j'ai deux casquettes. Je suis cofondateur de l'Observatoire Data Publica et par ailleurs, je dirige le cabinet Civiteo. Alors, en quelques mots, je ne sais pas où est-ce qu'il faut viser pour changer vers la régie. En quelques mots, l'Observatoire Data Publica, c'est une structure à but non lucratif. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, qui publie un certain nombre de choses qui pourront vous intéresser, qui sont gratuites. Et chaque année, depuis 4 ans maintenant, nous réalisons un baromètre des usages de la donnée et de l'intelligence artificielle par le monde territorial. Et ce baromètre porte sur de très nombreuses questions, de très nombreux enjeux. Et j'ai préparé à la demande de l'équipe de l'AMF une sélection de quelques chiffres et quelques points marquants pour essayer de poser un petit peu le sujet. Quelques éléments ont été dits par les deux vice-présidents tout à l'heure, qui, vous allez le voir, sont très largement confirmés. Alors, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Vous êtes là pour parler d'intelligence artificielle. Il y a un tout petit peu de tromperie sur le programme, parce qu'avant de vous parler d'IA, on va parler de data. Le sujet de la donnée est tout à fait central pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et une des premières questions que nous suivons depuis 4 ans dans notre baromètre, c'est quelle proportion de collectivités territoriales utilisent aujourd'hui la data pour piloter un certain nombre de politiques publiques. On peut penser historiquement à un certain nombre de grandes fonctions urbaines, tous les systèmes de territoires connectés, villes intelligentes, mais aussi aujourd'hui de plus en plus de politiques, y compris de gestion interne, de politiques au quotidien dans tous les métiers. Et vous voyez que la progression en 3 ans du pourcentage de collectivités ayant fait de la data un levier clairement identifié avec des méthodes et des outils pour piloter certaines politiques publiques a considérablement augmenté. Vous voyez que le chiffre concernant les communes est particulièrement saisissant. Je précise que notre échantillon est de plus de 400 collectivités, avec y compris une part représentative des petites et même des très petites communes, puisque nous avons dans notre échantillon beaucoup de communes de moins de 3500 habitants. Je passe très rapidement sur ce premier chiffre qui sert un petit peu à planter le décor. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données et comment on s'organise? Qu'est-ce que ça veut dire que de mettre en data le pilotage des politiques publiques? Et on parle beaucoup dans nos métiers d'enjeux d'acculturation à la donnée, de maturité face aux enjeux data. Et quand on pose la question au territoire de savoir
en auto-évaluation, comment est-ce qu'elles estiment que la maturité data est présente en leur sein. On voit que là aussi, on arrive, et les chiffres sont très différents par rapport à ce que nous avions il y a 3 ou 4 ans, à un degré de compréhension des mécanismes qui peuvent permettre, sous certaines conditions, pas en faisant n'importe quoi, d'intégrer plus et mieux la donnée dans le fonctionnement quotidien des services, dans la préparation de la prise de décision politique, dans la mise en œuvre et l'adaptation des politiques publiques, dans le ciblage des politiques publiques, dans leur évaluation également. La question de savoir pourquoi on utilise de la data, et on verra que pourquoi on utilise de l'IA recoupe des motivations similaires, est une question intéressante. Parce que souvent, quand on parle de la data ou de l'IA, on pense optimisation. Et derrière optimisation, nous ne mettons pas tous, vous ne mettez pas toutes et tous la même chose derrière les mots. Et l'un des raccourcis qui peut être parfois fait, c'est grâce à la data et encore plus grâce à l'IA, nous allons faire des économies. Nous allons, et c'était un débat ici même il y a un an avec le ministre, pouvoir, je ne caricature pas puisque c'était ses propres mots, remplacer directement un certain nombre d'emplois publics par de l'intelligence artificielle. On voit, à bien y regarder, que souvent les motivations principales des territoires qui mettent de plus en plus en data le pilotage de leur politique et qui, pour utiliser ces IA, vont ensuite mobiliser cette méthode nouvelle de traitement de la donnée qu'est l'intelligence artificielle, la motivation principale, le ressort premier, c'est d'améliorer l'efficacité et l'impact des politiques existantes. C'est d'améliorer la qualité du service. Avant, dans un second temps, peut-être aussi, et dans le contexte actuel, c'est ô combien important, d'en récolter les fruits en termes d'économies réelles et concrètes, de redéploiement de moyens, de ressources, de remplacement, peu importe l'angle que l'on va prendre, de redéploiement, de remplacement, de suppression d'économies. La question du retour sur investissement, pour parler de façon un petit peu directe, qui arrive ensuite dans les préoccupations. Un point très important, et je salue la présence de quelques-unes des directrices, directeurs généraux de services qui sont dans la salle, de notre baromètre en 2025, c'est que nous constatons de façon très claire la montée à bord du pilotage des enjeux de data et d'IA, les deux étant d'ailleurs très directement corrélés, par les directions générales des services. Dit autrement, dans beaucoup de collectivités territoriales depuis un certain nombre d'années, le sujet du pilotage par ces outils des politiques publiques était un sujet souvent piloté par certains experts, réservé à certains métiers, des experts parfois isolés, des élus aussi parfois un petit peu isolés, des élus au numérique en charge de ce sujet, sans nécessairement que la dimension stratégique de ces outils n'ait été complètement intégrée dans le pilotage du service public local. 2025, c'est vraiment la montée à bord de la fonction stratégique dans ces outils, avec, vous le voyez, 16% des collectivités de notre échantillon qui nous disent que les directions générales ont un rôle moteur et leader dans la mise en place de ces éléments, 21% une implication forte. L'arrivée de l'IA y est pour beaucoup. Beaucoup de vos collaborateurs, beaucoup des équipes de direction générale se saisissent aujourd'hui de la question, j'y reviendrai tout à l'heure, de la bonne orchestration des données pour pouvoir réunir les conditions d'une mise en œuvre efficiente des outils d'intelligence artificielle. Je le dis en une phrase un peu magique, il n'y a pas d'IA sans data. Il va falloir que l'on se parle de cette question. Il va falloir que vous parliez avec vos équipes de cette question, parce que sinon, j'anticipe un petit peu, on va avoir beaucoup de promesses, beaucoup peut-être de surpromesses quant à la performance des systèmes d'IA. La surpromesse, ça arrive, ça fait partie du marketing, ça fait partie du commercial, ça fait même partie du modèle économique des startups que de vendre des choses qui ne sont pas encore tout à fait au point pour lever des fonds. Et je ne critique pas ce modèle. Mais s'il y a des surpromesses d'un côté et que l'on n'est pas organisé au niveau de chaque territoire pour maîtriser ces données et alimenter ces systèmes, on va avoir en face des sous-promesses de la sous-performance. Surpromesse, sous-performance égale déception. Et ça, c'est un sujet tout à fait important. L'implication du niveau stratégique est une nouveauté dans ce sujet. Alors, l'intelligence artificielle, maintenant, à proprement parler. L'intelligence artificielle, l'an dernier, ici même, je vous avais présenté ce chiffre, 2024. Nous avions à l'époque sur notre échantillon, qui est encore une fois assez large, des collectivités de toutes les tailles,
36%, plus d'une collectivité sur 3 qui nous disait « Nous avons commencé à tester des systèmes d'IA ». Ça veut dire la collectivité en tant que telle a commencé à tester des systèmes d'IA. Ça ne veut pas dire des collaborateurs ou des élus utilisent ChatGPT dans leur coin, le fameux Shadow AI. Non, plus d'un tiers des collectivités. Et 15% nous disaient « Nous n'avons pas commencé, mais nous allons le faire dans les prochains mois ». Total, 51%. Un an après, est-ce qu'on est au rendez-vous de cette intention et de ce constat? On y est presque au chiffre près, puisque 49% des collectivités, toutes tailles confondues, y compris les petites et très petites communes, une collectivité sur 2 a commencé à tester des systèmes d'IA dans son fonctionnement. On va voir sur quel sujet et quel type de système. C'est énorme. C'est complètement inédit dans les dispositifs de transition, d'évolution numérique. Songez qu'un certain nombre d'outils qui aujourd'hui sont assez répandus dans des communes de toute taille, autour des objets connectés, autour des territoires dits intelligents, ont mis parfois 10 ans, 15 ans, parce qu'il a fallu que les prix baissent. C'était très onéreux au début. J'ai toujours en tête, j'aime bien citer cette étude de 2017 de la Banque des Territoires qui s'appelait Smart City versus Stupid Village et qui nous disait les coûts pour lancer des projets. Vous avez en tête quelques-unes de nos grandes villes, de nos métropoles qui sont à la pointe de ces stratégies depuis 10 ans, depuis 15 ans. Les coûts sont tels d'un point de vue financier, d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique pour monter ces contrats de très grande complexité que probablement la ville intelligente restera, en 2017, l'apanage des très grands territoires. Depuis, les coûts ont chuté, les délégataires de services publics y ont contribué, il y a de la mutualisation, je rebondis sur ce que disait Patrick Molinos tout à l'heure, à travers des structures que vos collectivités ont créées ou auxquelles vous avez adhéré, qui font que l'on a de l'éclairage intelligent, de la gestion des déchets connectés, des systèmes sur la mobilité, sur les stationnements dans des communes petites, voire très petites. Mais ça a mis 10 ans. Sur l'IA, l'irruption de ce nouvel outil numérique est simultanée dans toutes les organisations, quelle que soit leur taille. C'est vrai dans le public, c'est vrai dans le privé. Au passage, je me permets de le dire par rapport à ces chiffres, le service public local, j'y insiste, la ministre n'est pas encore arrivée, le service public local n'est pas du tout en reste sur le sujet d'un intérêt, en tout cas, avant de dire d'une adoption définitive de l'IA, et même très en avance par rapport à un certain nombre de secteurs économiques. Ne laissez pas dire que le service public serait en retard sur l'intelligence artificielle. Nous y avons travaillé avec un certain nombre d'experts. Moi, je vois 3 explications à ces chiffres spectaculaires. Excusez-moi, je fais une parenthèse que je n'ai pas tout à fait complétée, parce qu'en plus des 49% qui concrétisent les engagements de l'an dernier, on a 28% de collectivités qui nous disent « on va le faire dans les 12 prochains mois ». Donc on arrive, si je calcule bien, à 77% des collectivités, toutes tailles confondues, qui dans les prochains mois auront commencé à tester des systèmes d'IA. Il y a des pans entiers de l'activité économique dans lesquels des PME et même des ETI ne se sont pas engagés à ce niveau-là. Je me permets de le dire, on a pu croiser ces éléments. Pourquoi cet engouement qui est réel? Phénomène de mode, sans doute, mais pourquoi aussi vite dans le monde territorial dont on pourrait penser, cliché un peu facile, qu'il ne serait plutôt pas parmi les early adopters, comme on dit, pour plein de raisons. La première raison, c'est vous, mesdames et messieurs les élus. Le sujet de l'IA est omniprésent dans notre société, ça a été rappelé tout à l'heure, de plein de manières. Vous êtes en prise directe avec le monde qui nous entoure, le quotidien des habitants, et l'idée de pouvoir tester ces systèmes dans le service public dont vous avez la charge, je crois, est assez naturellement et assez fortement relayée. Pour en parler avec beaucoup de cadres territoriaux, beaucoup nous disent avoir une consigne ou une injonction, une envie, une commande de leurs élus de tester ces systèmes. La deuxième raison, elle est probablement aussi qu'il y a la situation financière, les contraintes qui sont les vôtres, et on voit bien que ces outils, même si la concrétisation opérationnelle va être sans doute un peu plus longue que ce qu'on nous raconte, que ces outils vont être en capacité d'accélérer, d'amplifier, d'améliorer un certain nombre de manières de faire dans la gestion du service public. Et vous ne souhaitez pas, et vos équipes ne souhaitent pas, passer à côté de cette opportunité de renforcer l'efficacité du service public. On va le voir, il y a derrière tout ça, malgré tout, un certain nombre d'enjeux et de difficultés qu'il faut regarder avec vigilance et avec méthode. Une fois qu'on a posé ce chiffre, qui encore une fois est spectaculaire,
Help. Alors, les pourcentages de collectivités ayant engagé des projets, vous voyez, sont importants. Bon, pardon. C'est valable dans toutes les collectivités de toute taille, je l'ai dit. Venons-en aux domaines dans lesquels vos territoires testent aujourd'hui des IA. Tous les métiers sont concernés. Nous avons publié dans un cahier de l'Observatoire Data Publica qui est gratuitement en ligne une cartographie de 250 sujets thématiques, métier par métier, où nous avons identifié des projets plus ou moins avancés, en test, en validation, promus par des startups, portés par des grands groupes numériques, développés aussi par les services de quelques collectivités. Tous les métiers sont concernés, ceux dans lesquels, et ce n'est pas un hasard si j'ai commencé mon propos par la data, on génère, on mobilise, on utilise beaucoup de données. Et on va retrouver là des outils d'IA qui vont être ceux de la ville intelligente, qui au passage, j'anticipe sur la slide suivante, ne sont pas de l'IA générative. C'est des outils qui utilisent beaucoup de données pour modéliser, optimiser, réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics, réduire les consommations énergétiques de l'éclairage dit intelligent qui a pour caractéristique de produire beaucoup de données. L'IA est un moyen d'optimiser la façon dont on exploite ces données, de faire des modèles, des prévisions, d'ajuster en temps réel un certain nombre de choses. Donc on va retrouver très classiquement les enjeux liés à l'eau, l'énergie, la mobilité, les déchets, l'environnement. Il y a le sujet de la sécurité, évidemment, qui est un autre sujet. Je ne lance pas la discussion en tant que telle, mais la question de la place de l'IA dans le traitement de données particulières, qui sont les données de la vidéo, est un sujet à part entière. Et puis, les deux points qui ont le plus évolué entre notre baromètre 2024 et notre baromètre 2025, c'est les usages liés à la relation aux usagers, qui sont quasiment doublés, et ceux liés à l'administration et la gestion interne, qui explosent. Et là, c'est le fruit très direct, et vous pouvez quasiment conclure et donner la phrase avant moi, c'est le fruit direct de l'explosion des usages liés à l'arrivée de l'IA générative. Quand on pose la question aux collectivités qui utilisent aujourd'hui l'IA, quels sont les outils que vous utilisez? Pour 84% d'entre elles, et vous voyez, on fait 32 points d'évolution en un an, c'est l'IA générative qui illustre le plus les choses. Ça n'empêche pas qu'on utilise aussi l'IA pour faire ce qu'on va appeler du machine learning, c'est les métiers dont je parlais tout à l'heure, de la vision par ordinateur, ça a été évoqué également dans le propos d'introduction, l'analyse d'images pour tout un tas de domaines, et puis également du traitement automatique de langage. Aujourd'hui, il y a à la fois, à travers l'IA générative, la cause et la conséquence de l'ensemble de ce système. Nous sommes ici à cause et grâce à ChatGPT, ou d'autres, ChatGPT en lui-même étant un problème. Un certain nombre d'entre vous ont commencé à l'identifier et à travailler sur les conditions d'usage des IA génératives. Point suivant, les obstacles identifiés par les collectivités face à l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec une distinction dans les questions posées entre les obstacles identifiés par les collectivités qui n'ont pas encore engagé de projet d'IA et celles qui ont commencé. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, je ne vais pas tout détailler, on n'en a pas le temps. Par exemple, et le chiffre est spectaculaire parce qu'à l'unité près, c'est le même. 46% des collectivités qui n'ont pas commencé nous disent on hésite à y aller parce qu'on n'a pas nécessairement confiance en l'intelligence artificielle. On a tous lu, entendu, vu beaucoup d'articles sur les erreurs, les hallucinations, les fake news, etc. Et puis 46% de celles qui ont commencé nous disent on n'a pas tout à fait confiance dans l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, ces 46% ne recouvrent pas du tout la même chose. Les collectivités qui ont commencé à travailler sur l'intelligence artificielle se rendent compte que oui, ces systèmes sont, comme ça a été dit tout à l'heure, à la fois extraordinairement performants, mais faillibles. Ce qui est déroutant, ce qui est perturbant. Je disais dans une interview dans un magazine bien connu des collectivités il y a quelques jours, intégrer dans une équipe un outil d'intelligence artificielle, c'est accueillir un nouveau collaborateur surdoué, mais un peu tête en l'air. Et on a aujourd'hui tout un tas d'éléments en termes de méthodes à mettre en place pour encadrer, contrôler, canaliser, maximiser les apports positifs de l'IA en minimisant, contrôlant, encadrant
la gestion des difficultés et la gestion des risques. Parmi ces difficultés et ces risques, il y en a qui sont bien identifiés. J'en dirai peut-être un mot en conclusion dans une minute autour de l'impact sur les métiers territoriaux, autour de l'impact environnemental qui est réel, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main, loin s'en faut, je vais y revenir dans un instant, mais aussi le problème de la data. Et j'y reviens. 37% des collectivités qui n'ont pas commencé l'IA nous disent « quand on va y aller, on aura peut-être un problème avec nos données ». Le chiffre est plus important que l'an dernier. Ça a bien progressé, cette prise de conscience. Difficile de faire de la data sans IA. Et 50% de celles qui ont commencé nous disent « on avait sous-estimé le sujet de la data ». J'y reviens dans ma conclusion. Il me reste 1 minute 30 avant de laisser la place aux questions-réponses. Si j'arrive. Lorsque l'on s'engage dans la mise en œuvre d'intelligence artificielle, évidemment, on réfléchit à la manière dont on encadre, canalise, contrôle ces outils pour en faire des outils performants et pas prendre de risques et faire n'importe quoi. Aujourd'hui, en bleu, vous avez les collectivités qui ont déjà engagé des projets. 57% d'entre elles nous disent « nous travaillons », on l'appelle comme on veut, à une charte éthique, un guide des bonnes pratiques, une doctrine, un outil qui encadre les conditions d'utilisation. Ça concerne principalement l'IA générative, par nos propres collaborateurs. Ne pas mettre de documents, plein de données personnelles, pour faire, même si c'est pour faire une note de synthèse à l'attention du maire. On ne met pas des tableaux Excel avec les bénéficiaires des aides sociales du CCAS dans ChatGPT. C'est illégal. Et le faire, c'est une faute pour les agents publics. Mais s'il n'y a pas un document qui leur explique pourquoi il ne faut pas le faire, c'est un sujet. Donc l'idée d'avoir des documents d'encadrement, c'est important. La question de l'information des usagers est importante également. La question d'études d'impact également et de règles de gouvernance. J'en termine. Un mot pour vous dire que cette question de l'encadrement, cette question de la méthode est tout à fait essentielle, d'abord vis-à-vis des usagers. Et j'ai été étonné du chiffre annoncé par Google. Je vais aller voir quel est ce sondage, parce que dans le baromètre de l'Observatoire Data Publica, qui est entièrement disponible, toutes les questions sont en ligne et c'est gratuit, nous avons aussi à côté de ça fait faire un sondage par Ipsos, et c'est là aussi un baromètre. Les Français se méfient de la mise en data de notre société, se méfient de la mise en data de l'action publique, sont inquiets de la généralisation de l'IA dans notre société, et sans doute plus que les élus. Je suis un peu surpris des chiffres annoncés par Google. De nombreuses études montrent que nos concitoyens, c'est très français par ailleurs, mais c'est ainsi, et pour vous élus c'est très important, surtout dans une année comme celle-ci, sont inquiets de voir la mise en data de l'action publique et sont inquiets de savoir que vous allez utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle pour gérer ce service public. Mais il y a une très bonne nouvelle. Ils vous font confiance. Quand on pose la question aux Français de « en qui avez-vous confiance pour gérer vos données ou de l'IA ?», la réponse première, c'est le service public. Alors tout en haut, il y a le service public de santé, et juste derrière, il y a le service public local. Et cette confiance, par contre, il va falloir la travailler, la cultiver, notamment à travers de l'information et de la transparence sur les usages de l'IA. Voilà, j'en ai terminé en vous disant que sur ce lien, vous trouverez également le cahier dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans lequel il y a également des outils qui sont à disposition. Ils sont en licence ouverte, ce qui signifie que toutes les collectivités de France peuvent s'en servir, les modifier et les utiliser gratuitement. Merci beaucoup. Merci Jacques Priol. On peut vous applaudir. Un rapide tour de salle de questions, de remarques ou de témoignages. Je crois que la ville de Cannes, Madame la directrice générale des services, souhaitait apporter un témoignage qui faisait écho à ce qu'a présenté effectivement Jacques Priol. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, merci. En tout cas, je ne peux que souscrire à tout ce que j'ai entendu depuis le début des interventions. À la ville de Cannes, on est parti d'un constat assez simple. D'abord que l'IA nous apporterait une organisation plus performante que sans IA. Et on était assez convaincus qu'elle pénétrait déjà notre organisation, qu'on le veuille ou non. On a donc procédé à un sondage. C'était début 2025. Alors, la commande de passer à l'IA par David Lisnard était formulée un peu plus d'1 an avant. Et donc, on y travaille depuis 1 an et demi.
ce qui est long, mais au final, pas tant que ça, quand je vous donnerai l'état d'avancement du déploiement des outils et des solutions au sein de la ville. Et donc, on a fait ce sondage début 2025. On a plus de 700 agents qui ont répondu, ce qui est bien pour un sondage. Pour la première fois, je leur avais demandé à ce que les réponses soient nominatives pour qu'on puisse retourner vers eux. Et sur ces 700 agents, c'est 40% qui... la question était simple. Hein. Est-ce que vous utilisez l'IA ? Oui, à titre professionnel. Oui, avec des outils personnels. Oui, non, etc. Donc, il y avait 5 questions. Et donc, le résultat était à la hauteur de nos craintes. À savoir 40% des agents qui ont répondu oui, nominativement. On leur a dit qu'il n'y aurait pas de mesures négatives et que c'était une démarche, en tout cas, ouverte et d'encadrement et d'accompagnement. 40% des agents utilisaient déjà l'IA à titre professionnel, ChatGPT à 94%, avec des données de la mairie et parfois des adresses personnelles. Donc, c'est venu conforter notre démarche d'accompagnement, d'encadrement, sachant qu'on était assez agnostique, hein, on n'était ni pro ni anti-IA, mais sur une réalité qui pénétrait nos organisations. Et donc depuis, donc on y travaille nous depuis 1 an et demi. Oui, on est une commune moyenne, 75 000 habitants, mais somme toute, on a des solutions IA qui sont pas très compliquées. C'est pas juste une solution, ça doit être encadré, et ce pourquoi je prends la parole aujourd'hui, c'est vraiment un pilotage direction générale des services, parce que derrière, c'est un projet d'organisation. C'est des métiers qui vont changer, c'est des usages qu'il faut encadrer et c'est un esprit critique qui, je l'espère, nous regarderons tous dans la durée parce que quand vous utilisez l'IA, il y a le tout du parfait. Aujourd'hui, à la ville de Cannes, c'est l'IA au sein des services techniques. Alors, ce n'est pas ceux auxquels on pense spontanément, mais j'ai vu que sur votre enquête, ça apparaissait clairement. La voirie, ça fonctionne très bien, diagnostic de voirie, ça vous renvoie dans un logiciel l'état de qualification des dégradations, photo à l'appui, ça vous envoie derrière la nécessité d'agir, et puis nous, on a adossé ça à un plan de voirie et à une programmation financière. C'est le cas dans les espaces verts, c'est peut-être un peu moins connu. On est en train, et ça a été le cas la semaine dernière, de créer un jumeau numérique, alors non pas pour se faire plaisir, hein, mais dans les risques qui sont portés par les maires et par les communes et par les maires quasi personnellement, c'est la chute d'arbres. Et donc, nous, depuis, moi, c'était un de mes sujets quand j'ai pris mes fonctions il y a 6 ans maintenant. Et donc, en 2019, on suivait à Cannes 200 arbres. Aujourd'hui, on en suit 4000. Et avec le jumeau numérique, on pourra suivre les 15 000 arbres du domaine public à 1 an. On l'a également sur la propreté urbaine, et ça c'est important, ça nous permettra d'organiser nos services de façon différente demain en termes de tournée, et surtout le champ administratif. Et là, on rentre dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire tout ce qui pèse dans le fonctionnement de nos organisations. Et là, on a un champ qui est assez large. Les marchés publics, l'irritant de notre quotidien, hein, le vôtre, mais le nôtre aussi, n'en doutez pas. Ça énerve tout le monde, vous, nous, les entreprises, nos directions des marchés, nos directions des finances, nos directions juridiques. Et aujourd'hui, nous avons déployé à la ville de Cannes un logiciel, une IA, adossée au logiciel des marchés publics qui nous permet de faire le sourcing, de générer les cahiers des charges, les analyses des offres. Et comme je suis une DGS qui suis prudente et qui est soumise à la RGPD et aux problèmes de responsabilité financière, j'ai demandé à l'éditeur qu'il puisse nous tracer le contrôle humain dans l'ensemble en fait, du process. Et là, on revient au contrôle. On le fait sur les délégataires de services publics, 58 délégations de services publics à Cannes, 58 rapports qu'on génère chaque année. L'année dernière, 1100 heures cumulées pour générer ces rapports. Cette année, tout a été généré par Mistral Teams, 110 heures. Là aussi, une bonne commande sur une bonne donnée, ça donne un bon résultat avec un bon contrôle, on est bon. Une mauvaise commande sur des mauvaises données, ça donne un mauvais résultat, mais pas pire que l'humain. Voilà. Merci pour ce témoignage donc dans une ville moyenne, grande, en l'occurrence, parce que ça a été souligné par Patrick Molinos, la nécessité de mutualiser, mais la nécessité en amont de penser cette question sur le plan politique. Peut-être une réaction de Michel Sauvade ou... Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès lors que la volonté politique est là, dès lors qu'il y a la capacité à associer les services dans ce travail commun qui est le nôtre, on n'existe pas sans les secrétariats de mairie, on n'existe pas sans les services techniques non plus. Dès lors qu'il y a cette volonté commune, on avance de façon très spectaculaire, en l'occurrence ici. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a je complète ce que... Oui, Patrick. Oui, il faut de la volonté, puis il faut un peu d'argent aussi, quand même. D'où la mutualisation. Un peu quand même.
peut-être un point sur ce sujet qui est très important. Nous sommes dans une période qui est très particulière par rapport à l'IA. La plupart des projets qu'on a recensés dans le baromètre, qui figurent dans le cahier de recherche, sont aujourd'hui testés. Moins sont en production réelle pour l'instant. On est plutôt de l'ordre de 80% de projets qui sont qu'en phase de test. Et il est possible pour vous et pour vos services de tester à petit prix beaucoup de choses. C'est le modèle économique aujourd'hui de l'intelligence artificielle. On peut même tester des choses gratuitement pour des durées d'1 an, de 6 mois, d'1 an. Il faudra en payer le vrai coût à un moment donné. Ce modèle du freemium, qui est à la fois celui des géants du numérique et des startups du coin, est un modèle qui explique tout ce que vous pouvez lire sur la bulle économique de l'intelligence artificielle. Ces outils coûteront beaucoup plus cher dans 2 ou 3 ans lorsqu'ils seront en production pour ceux qui auront survécu à cette étape. Merci. Merci pour cet éclaircissement. Je vous laisse vous présenter et poser votre question ou faire votre remarque. Bonjour à tous, Lionel Junot, maire d'une petite commune en Morbihan, Saint-Péreux, vice-président à Rhodes Agglomération, un EPCI à peu près de 70 000 habitants sur 3 départements de région. Bon, la question, elle est très simple. On a bien vu que la data, c'était le carburant de l'IA. On a bien vu qu'il fallait des moyens, donc des salles blanches, des data centers, de l'énergie. J'ai une seule question qui est peut-être partagée par beaucoup. Quelle est la bonne maille pour porter un IA sur un territoire, comme le nôtre ou au-dessus? Alors, il y a 3 choses. Il y a la data et la nécessité de mutualiser, et ça, on ne sait pas bien le faire, mettre en commun les données entre vos collectivités, y compris entre des collectivités de tailles différentes, qui ont des structures différentes, pour permettre l'entraînement des systèmes d'IA avec une diversité de données pour qu'ensuite ils puissent être efficaces dans les territoires des uns et des autres. Et ça, c'est un enjeu majeur sur lequel aujourd'hui, disons-le, on n'est pas très bon. On sait communiquer entre collectivités d'une même strate, on ne sait pas croiser les choses de façon diagonale. La deuxième chose, c'est le partage des coûts. Et je vais reprendre ce qui a été dit précédemment. Il y a aujourd'hui, à différentes échelles, intercommunales dans certaines grandes intercommunalités. On aura tout à l'heure le témoignage de la métropole du Grand Paris qui est sur un projet tout à fait spectaculaire en la matière. Il y a des initiatives départementales, je crois que c'est le cas dans votre département, monsieur. Il y a des initiatives à l'échelle régionale. Et puis, il y a des opérateurs publics de services numériques qui sont parfois à cheval entre les deux. Il est évident que sur le coût de développement et d'accès, de contractualisation avec les opérateurs de ces IA, il va falloir faire cette mutualisation. Et puis, il y a un 3e point derrière votre question sur lequel je profite de l'occasion d'être devant vous pour vous alerter, qui est celui de la compétence data. Je sais que c'est un sujet qui monte. Je ne sais pas si l'AMF a produit une note blanche, un document à l'attention du gouvernement pour demander est-ce que s'il y a bientôt une nouvelle loi de décentralisation, il paraît que c'est de nouveau dans l'air du temps, il y a un sujet de la compétence data pour les villes ou les intercommunalités. Je sais que les départements y travaillent. Je sais que Région de France a produit une note pour dire que ça doit être une compétence régionale. Je vous le dis, la data n'est pas une compétence au sens législatif du terme. La data, c'est la compétence de chacun. La data, c'est un levier, une ressource pour mettre en œuvre des politiques publiques, comme l'argent, comme les budgets. On ne peut pas dire à un maire demain matin, tu as telle et telle compétence, telle et telle politique, mais la compétence de la gestion de ton budget revient à la région ou revient au département. La data, c'est pareil, il ne faut pas laisser, j'en profite, c'est un peu opportuniste, ce n'était pas prévu, mais pour vous passer ce message, il ne faut pas mettre le sujet de la data au cœur des débats de décentralisation qui s'ouvrent. Je crains que ça ne soit déjà engagé. Merci. Merci Jacques. Ici, une intervention, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous, bonjour aux intervenants. Merci pour les informations aussi intéressantes et importantes. Je suis maire d'une toute petite commune rurale de 446 habitants à Floirac, sur le littoral atlantique. Et je dépends d'une communauté d'agglomération Royal Atlantique de 83 000 habitants. Ma question, elle est très simple. En fait, je me suis intéressé depuis quelque temps à l'IA parce que j'ai trouvé que ça prenait des ampleurs, un développement exceptionnel, et je me suis dit que même dans une petite commune comme la mienne, si je ne développe pas ça, je suis mort dans 3 ans. Donc, il faut vraiment s'y mettre absolument. Je suis convaincu de ça. Pour info, ce matin, j'ai passé une 30aine de minutes devant une émission de télé qui concernait ça, justement,
Alors, il y avait deux possibilités. Ils ont parlé de ChatGPT, bien sûr. ChatGPT, ils nous ont dit, c'est tout simple. À partir du moment où vous leur donnez des bonnes données, ils vous brossent quand même dans le sens du poil dans la réponse. C'est-à-dire que vous avez fait bien travailler, c'est bien, votre question nous intéresse, on va vous répondre le mieux possible. Si vous avez d'autres questions, on peut vous aider. Je vous dis tout ça parce que, en fait, je suis intervenu sur une IA parce que j'en ai vraiment eu besoin dans le domaine professionnel et c'est encore sur mon bureau quand je vais rentrer. Il était question aussi, par rapport à l'intérêt que j'ai porté sur ChatGPT à cette émission ce matin, c'est qu'ils ont parlé aussi de Gemini 3. Alors Gemini 3, c'est tout nouveau, je ne sais pas si des personnes ici sont au courant. C'est Google. Oui, alors c'est Google. Mais alors, par rapport à ChatGPT, qui vous brosse dans le sens du poil, Gemini 3, c'est pas du tout ça. Hein. Gemini 3, il vous répond, il vous dit, attendez, c'est quoi votre question là? C'est trop long. Vous faites machin, allez à l'essentiel, point final. Voilà comment ils répondent. Mais en fait, on s'en fout. L'important, c'est qu'on ait la bonne direction à adopter. Alors, je vais me dépêcher parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui veulent y aller. Donc moi, j'ai eu besoin de ChatGPT, il n'y a pas si longtemps, pour répondre à une procédure juridique avec le tribunal administratif. Et j'ai fait une réponse à une requête en plein contentieux. Je me suis servi de ChatGPT et effectivement, ils m'ont donné quand même s'ils m'ont brossé dans le sens du poil, ils m'ont donné quand même d'excellentes réponses que j'ai pu aller vérifier sur Internet par rapport aux articles qui étaient donnés. Et c'est quand même vachement intéressant, je vous promets. Donc, voilà, ma question, elle est simple. Comment être efficace et que choisir? Merci, ce sera la dernière question avant de passer aux intervenants suivants. En 2 mots sur que choisir, la question, elle nous est posée tous les jours. Elle est vraiment compliquée. Vous avez des outils en place dans vos services et certaines collectivités travaillent avec la suite Microsoft et vont plutôt utiliser Copilot. D'autres travaillent avec la suite Google. Il y en a quelques-unes aujourd'hui en France et vont avoir du coup Gemini. D'autres vont vouloir prendre Mistral, etc. Moi, j'ai tendance à penser qu'on parle beaucoup de souveraineté. Derrière la question de la souveraineté, il y a la question de la souveraineté publique locale, c'est-à-dire la capacité des acteurs publics locaux à maîtriser et comprendre les outils qu'ils utilisent. Et moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous utilisez ChatGPT, si vous utilisez Gemini, sachez simplement qu'il faut les utiliser différemment que si c'était Mistral ou que si c'était des outils qui ont été développés sur un usage local en propre. Ce qui est certain, en revanche, c'est que des systèmes bien sécurisés, avec peu de risques d'erreur, vous dites vous avez vérifié, ce qui est une très bonne chose, parce que la première chose à faire, c'est bien celle-là, sont des systèmes qui vont être de plus en plus complexes à développer et probablement beaucoup plus coûteux que ce que l'on en voit aujourd'hui. Globalement, j'ai tendance à dire la version gratuite de ChatGPT accessible pour tout le monde, dans le cadre des missions de service public, si on peut s'en passer, c'est quand même pas plus mal. Voilà, je ne prends pas de position plus tranchée que cela. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on utilise, quelles en sont les forces et les faiblesses, et d'adapter l'utilisation qu'on en fait en fonction de cette compréhension et de cette connaissance. Dernière réaction de Patrick. Alors moi, je vais être un peu plus tranchant que Jacques. Les intelligences artificielles, je vous le disais tout à l'heure, c'est le moteur. Si je reprends l'image de la voiture, le carburant, le moteur, c'est le moteur. Il y a des intelligences artificielles qui sont en open source, qui peuvent être traitées, développées par nos propres équipes quand on en a. Évidemment pas dans une commune de 400 habitants, pas dans ma commune de 2000 habitants. Et puis, il y a les intelligences artificielles, génératives ou non, Madame la Ministre, bonjour, qui sont développées par des grands opérateurs. Si on veut parler, il faut utiliser la bonne intelligence artificielle pour le bon usage. Il est de notre intérêt national et local, aujourd'hui, dans le contexte géopolitique dans lequel on est, il ne viendrait à personne l'idée de donner nos données aux Chinois ou aux Russes. Personne aujourd'hui ne ferait ça. Il ne s'agit pas non plus de les donner les yeux fermés à Microsoft ou à d'autres. Dans ma région, malheureusement, à ce stade, on a fait le choix pour contrôler l'utilisation de l'intelligence artificielle en interne par nos agents,
d'accepter de faire un peu de copilote. Mais mon objectif, c'est d'en sortir très très vite de copilote, très très vite, et de développer une IA à nous. Et on est en train, avec l'Agence du numérique, de développer une IA à nous, propriétaire, fondée sur les outils de Mistral, avec des données posées en France. Maintenant, je vous ai dit qu'hier soir, j'entendais le secrétaire général de Google qui m'expliquait qu'il disait que Mistral utilise les outils de Google pour se développer. Alors comme je n'ai pas le niveau de compétence pour aller vérifier ce sujet-là, vous voyez qu'on est quand même dans des échelles de complexité qui sont importantes. Mais en tout état de cause, il ne faut rien utiliser d'ouvert au grand public, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, pour traiter nos données, les données de nos habitants. Parce que si nos habitants ont confiance en nous, ont confiance dans les maires, il ne faut pas abîmer cette confiance en faisant, nous, des choses irraisonnées qui finiraient par se retourner contre nous et contre les habitants. Parce que si on casse ce lien de confiance, nous aurons beaucoup de mal par la suite à avoir une approche d'intérêt général de l'intelligence artificielle. Merci Patrick. Merci Jacques Priol, on vous applaudit et j'invite à me rejoindre Geoffroy Boulard et Jérôme Neveu. Jérôme, deux maires. Geoffroy Boulard, donc, qui est maire du 17e arrondissement de Paris et vice-président de la métropole du Grand Paris. Et Jérôme Neveu, maire de Jaunet-Marigny, dans la Vienne, 7850 habitants, qui est également maire, président de l'association des maires de la Vienne. On va commencer par vous, Geoffroy, autour du programme que vous portez au sein de la métropole qui s'appelle Appropriation. Si je ne me trompe pas, et qui s'adresse pour le coup à la totalité des communes de la métropole, les grandes comme les petites. Aujourd'hui, où en êtes-vous de cette démarche? Qu'est-ce qui préside finalement à la mise en œuvre de cette démarche et comment ça réagit en face? Merci d'abord de nous avoir invités. Merci à Patrick et Michel pour leur engagement au niveau de l'Association des maires de France, la ministre. On a mis en place, alors la métropole du Grand Paris, peut-être déjà pour en parler, c'est 130 communes. C'est Paris intramuros et c'est les départements, les villes des départements limitrophes de la première couronne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne. Et puis on a quelques communes qui ont voulu rejoindre la métropole, comme Argenteuil. 130 communes, 7,2 millions d'habitants. Mais c'est une métropole. C'est une métropole de projets, c'est une métropole d'action. Il y a une grande diversité sur le territoire et disparité sur le territoire métropolitain. Et on a souhaité, avec Patrick Ollier, mettre en place un programme pour accompagner les communes, parce que c'est le rôle de la métropole, en matière d'innovation, en matière de numérique. Alors on travaille sur l'inclusion numérique. On pourrait presque parler maintenant de nécessité de mettre en place des programmes d'inclusion algorithmique. Parce que c'est un vrai sujet aussi pour nos administrés. Ceux qui savent utiliser l'IA et les IA, et ceux qui ne savent pas. Et entre les IA, il y a aussi beaucoup de choses. Donc il y a un travail aussi sur l'inclusion. Ce n'est pas le sujet de notre échange ce matin. Nous, on a mis en place un programme avec les maires pour accélérer l'utilisation de l'IA. Avec deux ambitions. Former les agents, les faire monter en compétences, leur faire comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle au sens large, de détecter aussi des besoins dans les services. Donc on a un programme de formation expérimentation sur la base du volontariat des agents des 130 communes. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, on leur propose d'aller un peu plus loin que la formation, c'est l'action. Et donc c'est l'expérimentation de solutions, de cas d'usage qui correspondent à leurs besoins. Et donc essayer de travailler avec les communes pour avoir des intelligences artificielles, des outils qui fonctionnent et qui correspondent vraiment à leurs besoins. On a ensuite le déploiement à l'échelle métropolitaine de solutions expérimentées. Voilà notre programme, formation, expérimentation et métropolisation, c'est-à-dire on divulgue à l'échelle des 130 communes. Vous généralisez? On généralise. Alors sur quel sujet? On les engage sur des sujets qui sont propres à notre territoire. Ce ne sont pas les mêmes que dans une commune, dans une intercommunalité près de Bordeaux. C'est vraiment les sujets qui les intéressent. Premier sujet, comment on gagne du temps dans les services. Donc tous les processus
d'administration interne simplifiée. Ça, c'est le programme qui intéresse le plus les communes et les agents. Comment je gagne du temps? On l'a vu dans la présentation de Jacques Priol, c'est Voilà. l'organisation interne, oui, tout à fait. Donc là, on a 30 communes qui se sont engagées depuis le mois d'avril. On a lancé ça en avril avec Patrick Ollier. On a 30 communes qui se sont engagées sur ces sujets-là. On est en train de développer des solutions, évidemment, éthiques et durables. Parce que ça a été dit tout à l'heure, il est très important de savoir avec qui on travaille. Voilà, donc le rôle de la métropole, c'est d'accompagner les communes sur ces sujets. On travaille aussi sur l'attractivité des centres-villes. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle le Grand Paris ou Paris qu'on n'a pas des problématiques que vous avez aussi dans le monde rural, c'est-à-dire des sujets d'attractivité des centres-villes. Eh bien, on a proposé à un certain nombre de nos communes de rentrer dans un parcours sur l'analyse des flux piétons en centre-ville pour permettre aux maires d'avoir de l'information très précise, objectif, qui va permettre d'aménager peut-être différemment le centre-ville ou pourquoi pas alimenter un futur programme municipal. Ça, c'est très important parce que si on ne connaît pas ce qui se passe dans son centre-ville, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Donc, c'est un programme qui fonctionne bien. On a des sujets aussi très concrets en matière de supervision, de gestion énergétique des bâtiments publics. Hein. Et là, l'intelligence artificielle, avec des partenaires français, c'est important de le dire, permet aux communes de faire des gains énormes. On a 60 communes engagées sur un programme qui nous permet de mieux gérer les bâtiments publics communaux qui sont parfois des passoires thermiques et qui nécessitent d'être optimisés avec des systèmes notamment à base d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'acteurs privés qui travaillent avec nous. Là, on a aussi la moitié des communes engagées sur ces sujets-là. Et puis, on a des sujets aussi qui sont liés, par exemple, à des plateformes qui ont été mis en place sur le territoire pour se partager des matériaux de construction entre communes. Et ça, il y a un effet d'échelle. Et donc, ils ont mis en place cette plateforme. Nous, on a Métropole, on a financé, on a cofinancé. Et on propose à toutes les communes, il y en a 60 maintenant, de se partager l'information des matériaux de construction qui sont sur la commune et qu'on va pouvoir mutualiser, qu'on va pouvoir partager via cette plateforme. Ça s'appelle BTP Match pour en parler. Voilà. Donc, on a beaucoup de sujets. On a 5 parcours comme ça, très concrets, très opérationnels, pour que ça ne reste pas à l'état de grands discours, mais que les communes, elles s'engagent, et puis elles s'engagent de manière confiante, finalement, parce que pas toujours simple de rentrer dans un processus. Et on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi sur l'urbanisme, avec l'intelligence artificielle. On pense qu'il y a beaucoup de choses, les maires sont intéressés. Sur les sujets du bruit, nous, on est touchés aussi par ces phénomènes-là. On pense que des actions communes sur la gestion du bruit, sur des cartes de bruit, mais au-delà de ça, on pense qu'il y a un... Et puis, les inondations, parce que nous, on est concernés aussi sur le territoire de la métropole. Paris est concerné aussi. Oui. Et donc, on est aussi sur ces 3 nouveaux parcours qu'on voudrait ouvrir d'ici quelques années. Moi, ce que je vois surtout, c'est que les maires, ils sont hyper moteurs. Alors, l'appropriation se fait plus vite que vous ne l'imaginez? Bien sûr, ça s'accélère. Ouais. Ça s'accélère. Et il y a des maires qui sont bien plus innovants que certaines organisations privées. Ça a été dit tout à l'heure par Jacques. C'est ce que disait Jacques Priol, tout à fait. Moi, je sillonne pas toute la métropole, mais je suis quand même sollicité de plus en plus. Et les maires ont envie. Et surtout, je vois que dans les services, quand je rencontre les agents, les directeurs de technique, les directeurs de services informatiques, ils sont déjà dans cette dynamique-là. D'accord. Après, comme ça a été dit, il faut un portage politique. Il faut un portage politique qui rassure là où on va, comment on le fait. La mutualisation, elle est essentielle. L'enjeu de l'intelligence artificielle pour nos communes, c'est comment on fait avec l'intelligence artificielle mieux, avec moins. Un meilleur service public. Et oui, parce que vous le savez tous, on est tous confrontés aux mêmes problématiques. L'intelligence artificielle, c'est une opportunité extraordinaire pour transformer nos organisations, redonner du sens aussi aux services rendus par nos administrés, à nos administrés par nos agents, et jamais remplacer l'humain. Jamais remplacer l'humain. Très important. Et une fois qu'on a levé ça, et qu'on voit l'IA comme l'utilisation de l'IA comme une opportunité, eh bien c'est formidable, ça fait monter en compétence vos agents, ça met aussi l'esprit d'innovation et de créativité au sein de vos organisations. Moi j'ai beaucoup de projets d'innovation, pas forcément à base d'IA, qui émanent des services. Et ça c'est formidable, donc c'est une opportunité, il faut qu'elle soit encadrée, souveraine, éthique et durable, c'est évidemment très important.
Merci beaucoup Geoffroy Boulard. Je vous invite à vous asseoir. Je vais passer la parole à Jérôme Neveu. Donc, votre réaction à ce que vient de présenter en termes d'appropriation, Geoffroy Boulard, on sent que ça va vite, on sent que voilà, il y a une dynamique qui se déroule. Est-ce que côté maire de la Vienne, vous sentez qu'il y a cette même émulation? Alors, j'ai pas l'impression qu'on est dans le même monde. La Vienne, département rural, 400 000 habitants, et on n'est pas tout à fait là où vous en êtes aujourd'hui. On a un département forcément où le numérique est arrivé plus tard, où il y a une acculturation progressive, notamment sur le haut débit, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, la salle est trop petite, il y a une prise de conscience des élus ruraux et des élus locaux, ça c'est évident. Une prise de conscience sur la transformation, la modernisation de la gestion publique locale. Donc c'est vrai qu'il y a du chemin à parcourir sur le sujet. Et puis une montée en puissance des outils qu'il faut effectivement adapter, je dirais presque dompter, parce qu'il y a une forme de, ça a été souvent dit ce matin, de méfiance et de vigilance à avoir qui est vraiment vitale. Alors dans la Vienne, on est plutôt encore au stade de la formation. De la sensibilisation. Et c'est vrai que l'Association des maires de la Vienne a aussi ce rôle-là avec le département pour sensibiliser et accompagner nos élus locaux qui, derrière le terme IA, ne mettent pas forcément la même chose. Donc là, c'est indispensable. Et d'ailleurs, les cafés IA que nous organisons rencontrent un vrai succès aussi, oui, parce qu'il y a une demande du terrain. Et avant d'imaginer les outils à employer, il y a vraiment cet accompagnement qui est indispensable. Et le CNFPT, autant pour les élus que pour les agents d'ailleurs, peut être vraiment une ressource fondamentale pour cette formation autour de l'IA. Après, il y a tout ce qui est au niveau de la charte, on y travaille, une charte de l'intelligence artificielle locale qui permettrait effectivement de se poser les bonnes questions éthiques et responsables, ça a été dit aussi. Vous y travaillez au niveau de votre mairie ou vous y travaillez au sein de l'association des maires de la Vienne ? l'association des maires. Ouais, là, vous mutualisez là aussi, oui. Exactement. Et cette fracture numérique pourrait effectivement peut-être être confortée si vraiment on ne s'approprie pas l'IA aujourd'hui. Et c'est là où le département essaye, avec les intercommunalités, de rassembler, parce que ça a été dit, ce n'est pas une commune toute seule qui va générer et développer l'IA, donc il faut vraiment être accompagné par des acteurs qui peuvent fédérer. Donc le département a mis en place, avec Séverine Saint-Pé, qui est la vice-présidente chargée du numérique, mais qui réunit les intercommunalités, les acteurs de l'eau ou de l'énergie, puisqu'on a la chance d'avoir des syndicats départementaux, pour avoir une data. Et c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Si aujourd'hui on n'est pas à ce niveau-là, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Donc, et de la partager, effectivement. Et il y a encore, sur le terrain, c'est pas facile, il y a des réticences et du temps agent aussi à consacrer dans nos mairies. Et ça reste encore un peu empirique. Ouais. Il y a un autre point sur lequel vous souhaitiez insister, c'est dans le cadre de la démarche portée par la Vienne et Poitiers, capitale de l'éducation, qui est aussi la préparation des jeunes générations à travers l'acculturation de toute la sphère éducative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors la Vienne, c'est le futuroscope. 2 millions de visiteurs. Une destination créée par René Monory, à l'époque président du Sénat, qui voulait faire de son territoire rural une porte ouverte sur l'avenir. Et au-delà du loisir et du tourisme, il voulait en faire une vitrine du numérique éducatif. Aujourd'hui, le département de la Vienne est labellisé TNE, Territoire numérique éducatif. Et avec les acteurs qui sont sur la technopole, on a le siège du CNED, le siège de Réseau Canopé, l'IH2EF, qui est l'école des cadres de la haute fonction de l'éducation nationale. Et donc, avec tous ces acteurs, nous avons développé à l'intérieur du parc, ça s'appelait Campus Numéria et ça va être inauguré au printemps prochain, un espace pour former, sensibiliser les enseignants, bien sûr les élèves, puisqu'il y a 150 000 scolaires qui viennent au Futuroscope tous les ans, et puis bien sûr le grand public à travers des ateliers, notamment autour de l'IA, de la réalité virtuelle et de la robotique. Qui permettra à tout cet écosystème éducatif de s'approprier l'IA avec les bons modes d'emploi et au national de partager ce savoir et cette maîtrise, en l'occurrence. Je vous remercie tous les deux. Je vous demande de les applaudir. Je vous invite à rejoindre vos places au premier rang. Pour accueillir tout de suite Ghislaine Senet, sénateur des Yvelines, que je vous invite à vous installer ici. Alors, vous avez
au mois de mars, publié donc un rapport que vous avez coporté au Sénat qui s'appelle « L'IA va-t-elle révolutionner l'univers des collectivités territoriales ?» Alors, l'idée brièvement était de retenir les points qui vous semblent les plus importants tout de suite, maintenant, pour toutes les collectivités qui sont réunies devant vous, les plus grandes comme les plus petites. Que faut-il retenir de ce rapport, Madame la sénatrice ? Merci, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, beaucoup de choses, d'ores et déjà, ont été dites. Nous n'avons pas inventé ce rapport, en fait. C'est l'issue, avec ma collègue Pascale Gruny, d'auditions des associations des élus et puis des communes de toute taille qui, effectivement, s'y engagent. On fait un rapport qui fait 11 recommandations, 2 préalables. Ça vient d'être évoqué, la question de la sensibilisation et de la formation. C'est indispensable. C'est indispensable parce que pour les élus, d'une manière globale, hein, il y a des obligations, droit à la conformité, il y a des questions de sécurité, des questions effectivement de qualité de data. Donc il faut, avant de se lancer dans l'intelligence artificielle, pouvoir effectivement sensibiliser les élus, les agents, sur lesquels on a encore aujourd'hui quand même parfois une réticence, une défiance, une crainte. Est-ce que ça va remplacer mon travail ? On ne l'a pas suffisamment dit, mais donc il faut impliquer absolument les agents territoriaux et puis le citoyen. Le citoyen, moi j'ai une expérience par exemple dans les Yvelines, la mise en place d'un robot conversationnel. 6% de la population refuse de parler à un robot. Et donc ça veut dire qu'il faut une alternative. Ça veut dire que le travail d'agent d'accueil va forcément évoluer. Ça va lui permettre de pouvoir et à la fois éviter tous les appels qui sont assez nombreux, est-ce que vous êtes ouvert, comment on fait pour s'inscrire, et sur lequel effectivement le robot peut répondre, mais par ailleurs pouvoir accueillir des personnes avec évidemment des sujets beaucoup plus complexes. Donc sensibilisation, formation et puis implication du concitoyen. Ensuite, on a 3 axes qui ont été développés. On en a parlé, c'est développer l'ingénierie autour de l'IA. Donc ça parle de la data, effectivement, hein, en tant que bien commun. C'est indispensable. Une mauvaise donnée, on l'a dit, ce sera des outils qui ne fonctionneront pas correctement. Et puis la mutualisation des moyens. Et c'est peut-être, moi, ce qui m'a le plus étonnée quand j'ai abordé le sujet. Alors j'ai été maire d'une petite commune de 800 habitants jusqu'en 2020 et j'ai voulu en fait faire de ce rapport une porte d'entrée, une approche méthodologique, parce que je me souvenais que quand nous est tombé dessus la question du RGPD, bon, ça n'a pas été simple. Donc il y a quand même une première acculturation de la donnée, hein, grâce au RGPD, mais la réalité c'est qu'effectivement quand on est tout petit, comment on fait face à des grands éditeurs, face à des propositions pour voilà, réussir. Donc il faut de la compétence humaine, et effectivement c'est au travers de la mutualisation, et donc mon étonnement c'est de voir à quel point d'ores et déjà il y a des réseaux qui sont très structurés. Enfin, on prend l'association Les Interconnectés par exemple, qui existe depuis 2009 sur les questions du numérique, mais qui aujourd'hui travaille collectivement à une plateforme d'échange, de partage, de ressources, et qui permet à tout à chacun en fait de pouvoir aller directement tirer expérience. Et puis des outils qui sont une bibliothèque territoriale nationale de données qui a été créée cette année, qui permet de aller voir sur les territoires ce qui se fait. Et puis avec des notations en fait, qui permet en tout cas de pouvoir intégrer la question de l'empreinte environnementale, par exemple. Si dans le projet politique défini qui est indispensable, la question éthique est importante, eh bien vous savez à peu près, en tout cas en allant voir cette base de données, voilà, tout ce qui peut avoir l'impact environnemental. Et ensuite, la question de la sécurité. Le troisième axe, c'est sécuriser en fait l'IA, hein, s'assurer qu'effectivement la mise en conformité puisse être faite. On va avoir le sujet du NIS 2 qui approche et sur lequel on sait à quel point on a quand même aujourd'hui des acteurs qui prennent très cher la mise en conformité, et donc il va falloir aussi parler des moyens, mais cette mutualisation qui est indispensable en tout cas pour les petites communes. Et puis la troisième chose, c'est une charte. En fait,
vraiment, pour le développement de l'IA, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas avoir des complexes, d'ailleurs, hein, par rapport aux autres secteurs. Oui. J'ai écouté Fourcane. Enfin, on se dit, waouh, en fait, tout passe par l'IA. Mais en fait, les choses se font progressivement, enfin, dans beaucoup de domaines. Mais il faut se poser, en fait. Il faut voir quelle est vraiment la priorité, quel projet politique, enfin, quel sens, et surtout, avec vos agences, c'est quelle fonction première vous voulez résoudre à travers de l'IA. Ce n'est pas prendre un outil de l'IA pour faire de l'IA, mais c'est qu'est-ce que vous voulez en faire, comment construire, et donc définir une charte avec un certain nombre de valeurs. Nantes y a travaillé, par exemple, sur lequel il s'assure effectivement qu'il n'y ait aucune collecte de données sensibles. Ça, c'est des choses qui sont évidentes, mais il est bon de pouvoir les acter, de pouvoir travailler bien évidemment sur la question de la durabilité et faire en sorte que ça n'a pas trop d'impact environnemental. Ils travaillent aussi sur les questions de sécurité, de respect du droit à la conformité. Donc ils ont établi comme ça un certain nombre de critères, en tout cas de lignes sur lesquelles qui leur permettent en tout cas de pouvoir, notamment au travers de la commande publique, de pouvoir intégrer des critères de souveraineté et durable, ce qui est important. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Je vous invite à lire ce rapport ou sa synthèse. Je crois qu'il y a 13 recommandations. 11 recommandations. C'est assez accessible et je trouve que c'est très pertinent, mais ça n'engage que moi. Vous jugerez par vous-même. Voilà, on vous applaudit et je vous libère. On va faire tourner le micro. Vos questions, vos remarques pourront s'adresser donc indifféremment à Geoffroy Boulard, à Jérôme Neveu, à Ghislaine Senet, à nos coprésidents de la commission numérique et à Madame la ministre Anne Le Hénaff qui est avec nous, qui nous écoute attentivement depuis plus d'une demi-heure. Ministre donc chargée du numérique et de l'intelligence artificielle. Vous avez levé la main. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à vous toutes et tous. Donc Gérald Giraud, maire de Saint-Martin-d'Uriage, qui est une commune entre Grenoble et Champs-Rousse. Commune connue pour sa station thermale Uriage-les-Bains et ses produits Uriage. Il y a une question qui a été légèrement abordée par Madame la sénatrice, mais très rapidement, c'est les conséquences environnementales de ce big data et de cette intelligence artificielle. Moi, de l'intelligence artificielle, dans mon activité professionnelle, je l'ai pratiquée depuis très longtemps parce que je suis chercheur en météorologie, donc je travaillais sur les systèmes experts, les réseaux neuronaux, etc. il y a 40 ans à peu près. Bon, là, c'est complètement différent. On est passé à autre chose, mais on est passé complètement à autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est une autre IA. Mais bon, ce qui m'inquiète, c'est que moi, j'ai été élu sur une liste qui avait comme objectif prioritaire la transition écologique, la lutte contre le changement climatique, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, atténuation, adaptation. Et là, je me vois un peu obligé d'expliquer qu'on va mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle qui vont à l'échelle mondiale, avoir 2 à 3 fois les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Qui peuvent être énergivores, absolument. Donc, qui sont hyper énergivores et hyper émetteurs de CO2. Donc, comment on fait, quoi, comment je reste crédible vis-à-vis de mes habitants? Je crois que Madame la sénatrice est particulièrement sensible à ces sujets-là, donc elle va vous répondre. Alors, effectivement, c'est un vrai sujet, mais je laisserai Madame la ministre. Je pense qu'il y a une question de régulation sur laquelle il va falloir qu'on puisse travailler. Mais ceci dit, là encore, c'est l'usage qu'on va faire de cette IA. Si on y va à tout bout de champ sur des bases de données générales, effectivement, ça va être très, très consommateur. Mais l'IA peut apporter aussi des possibilités de pouvoir optimiser les ressources en eau, les ressources énergétiques. En fait, il va falloir systématiquement... Et moi, je pense que c'est pour ça que la charte, elle est importante. C'est quelle priorité on se donne. Et donc, on n'est pas obligé d'en mettre partout, mais ça peut vraiment et à la fois améliorer le service public et à la fois améliorer la question des consommations énergétiques, gains sur les mobilités, sur les rénovations thermiques. Enfin, il y a énormément de sujets que l'on peut appréhender avec l'intelligence artificielle. Mais après, d'une manière générale, globale, moi, je suis de celles qui dit aujourd'hui la puissance, la multiplication et des datas et des algorithmes et le pouvoir de calcul sont en train d'exploser de manière exponentielle et qu'à un moment donné, de toute façon, si on ne fait pas attention, effectivement, les ressources planétaires ne pourront pas satisfaire. Donc c'est après une question de responsabilité humaine, cette fois-ci. Et donc, il va falloir effectivement faire de bons usages de ces outils.
Merci beaucoup. Je vous invite aussi à vous rapprocher des travaux de la Banque des Territoires via son appel à projet sur la création d'IA Frugal. Hein, vous tapez IA Frugal, Banque des Territoires, vous allez trouver effectivement une dizaine de territoires lauréats sur ces sujets-là qui font des choses. Des réactions, des questions? Hop. Bonjour, Thierry Goubi, maire d'une commune de 1450 habitants, Marcilly-Châtel, dans la Loire. On est bien avancé sur les réseaux sur notre territoire, mais j'ai des questions un peu de néophyte par rapport à tout ce que je viens d'entendre. Et ça me fait penser, alors j'avais cette image des données que nous faisions remonter à l'INSEE, et puis ensuite on prend un cabinet d'études qui les mouline et on le paye pour nous donner de l'information que nous-mêmes avons fournie gratuitement. C'est un peu comme l'IA, il y a un biais dans votre question. Il y a un peu un biais, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que l'IA, c'est gratuit, quoi. En fait, quand on discute avec un certain nombre d'agents des collectivités, bah oui, ils ont utilisé l'IA parce que bah, c'était disponible, on ne paye pas et tout va bien. Moi, ce que j'aimerais quand même, c'est derrière voir comment ce modèle économique de l'IA peut être utilisé, et notamment entre les grandes collectivités qui ont des moyens d'investir avec des compétences et les plus petites communes qui n'ont pas ces compétences. On a un échange, je pense, à avoir entre le fait de fournir de la donnée et puis de pouvoir après recueillir des analyses pertinentes. Qui souhaite répondre parmi nos intervenants à cette question? Patrick? Oui, je perçois deux questions dans la question. Il me semble qu'une partie de la question, c'est la valorisation de la donnée. Est-ce que... Ça, c'est un énorme sujet. Je ne sais pas apporter la réponse, mais il est certain que les bigs de la tech se nourrissent des données et en font des outils qu'ils savent, qui créent de la valeur. Ils nous volent des données sans qu'on le sache depuis des années, et ce sont grâce à ces données qu'ils développent des outils qui leur permettent de gagner beaucoup d'argent. Moi, c'est une vraie question. Je ne sais pas comment nous, producteurs de données publiques que nous devons protéger, qui nous sont parfois volées, on pourrait valoriser de manière sonnante et trébuchante. Je ne sais pas qui réfléchit à ça et s'il y a des réponses. Après, il y a un autre aspect, c'est le coût. Je disais tout à l'heure, à la suite de Michel et de Cannes, et tout ce qui est du Grand Paris, ça a un coût, tout ça. Ça a un coût. Ne serait-ce qu'un coût... même les solutions gratuites, cher Jacques, même s'il y a plein de choses qui peuvent être montées à moindre coût, il faut au moins le coût de l'ingénierie, de la capacité à penser la chose et à mutualiser. J'ai un ami qui est chercheur et maire à Badevel, dans le Doubs, qui adore me montrer ses réalisations parce qu'il a monté un système d'intelligence artificielle ou des systèmes de pilotage numérique de sa chaudière qu'à 40 ans, il fait des économies. Sa secrétaire de mairie sait désormais programmer sa chaudière le matin quand elle arrive, alors qu'avant, il fallait qu'il vienne le faire lui-même à 6 heures, etc. Bon, tout ça est magnifique. Sauf que lui, il y arrive parce qu'il est enseignant-chercheur à l'UTBM, qui fait bosser des étudiants en 4e année de doctorat, et que tout ça lui est monté gracieusement. Et quand on est maire d'une commune de 400 habitants, que nous ne sommes pas chercheurs dans une université et qu'on ne peut pas mobiliser de jeunes étudiants, la chose est un petit peu plus compliquée. Donc il faut se dire quand même qu'il y a une question de moyens humains et de coûts. D'où ce que je disais en introduction, il faut sur nos territoires trouver des outils de mutualisation, des opérateurs publics de services numériques qui mutualisent. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'Agence régionale du numérique. En Bretagne, ça peut être Mégalis. Dans chaque territoire, il y a des choses. Il y a parfois des syndicats d'énergie qui offrent qui mettent en place des outils de mutualisation. Mais si on ne fonctionne pas par la mutualisation, cette question des coûts, elle est, à mon avis, hors de portée pour 95% des communes de ce pays. Voilà, une petite question courte. Donc, Lionel Jounot, Rodon Agglomération. On a parlé souveraineté, sécurité des données. J'ai bien entendu charte éthique, voilà, IA éthique aussi, etc. etc. J'aimerais rappeler quand même qu'on est contraints par les normes européennes et notamment ce qui s'écrit. On a le NIS 2 pour la cybersécurité. Voilà. Alors la question qui est posée, est-ce qu'on attend qu'il y ait un NIS 2 évolué ou un NIS 3 pour pouvoir, nous, prendre les bonnes choses au bon moment et à la bonne... on va dire à la bonne taille et au bon moment, parce que si on écrit des choses qui ne sont pas conformes avec ce qui va arriver, voilà. Ça, c'est une question très intéressante et j'aimerais bien avoir un peu des réponses. Je souhaite répondre ici. Jacques Priol avait levé la main. Madame la ministre.
Jacques Dabord, oui, parce que l'État a toujours le dernier mot. Peut-être juste un point sur cette question. Effectivement, les chiffres que j'ai montrés tout à l'heure sont assez spectaculaires. Il y a un engouement pour ces outils. Il y a en même temps une vraie prise de conscience qu'il faut du cadrage. Et cette idée de charte est le premier outil à disposition. Juste vous dire une chose, c'est qu'on peut avoir le sentiment, c'est des discussions que j'ai avec mon voisin, y compris sur son propre territoire, que ça y est, il y a 25, 30, 40 modèles de charte qui existent aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin d'en réinventer ni d'attendre une loi pour se doter d'un guide des bonnes pratiques. J'attire votre attention sur un point. Le plus important dans une charte, ce n'est pas le document final. Aujourd'hui, il y a 10 ou 12 points qui ne seront pas dans le même ordre d'un territoire à l'autre, mais qui seront les mêmes d'un territoire à l'autre. Ce qui est important, c'est le processus de fabrication de votre propre document qui permet à vos agents, aux élus de vos équipes, de cheminer et de comprendre les spécificités de ces outils de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une nouvelle version de logiciel, c'est une manière de fonctionner, de traiter la data qui est différente. Et vous disiez la question éthique. Le mot est important. Je rappelle que l'éthique, c'est la science de la morale. L'éthique, c'est de la politique. C'est des arbitrages, y compris par rapport à la question de monsieur, entre une IA qui consomme beaucoup d'énergie et une IA qui apporte des bénéfices. Si l'IA consomme plus d'énergie que ce qu'elle fait économiser, si on est sur une IA qui gère des bâtiments publics, eh bien, il ne faut pas l'utiliser. L'IA la plus frugale, à ce moment-là, c'est celle qu'on n'utilisera pas. Mais dans d'autres modèles, les progrès pour vos territoires justifieront peut-être ce choix et il vous appartient d'en prendre la décision. Sur les chartes, moi, c'est vrai qu'on a un débat avec Jacques. Je me dis que s'il y a autant de chartes de l'IA qu'il y a de communes dans ce pays, c'est un peu compliqué. En même temps, c'est vrai que le chemin vaut pas autant, mais vaut quand même le fait de se poser les questions. Nous étions à Montréal il y a un mois. Montréal a adopté une charte de l'intelligence artificielle en 2017-2018, avant que l'intelligence artificielle générative ne sorte. Ça a été le fruit d'un travail universitaire, scientifique, d'échange avec les citoyens, qui est extrêmement intéressant. Moi, j'invite chacun à regarder ce que les Québécois ont fait sur le sujet. Comme le glisse la ministre à mon oreille qui fonctionne, l'Europe, ce n'est pas une contrainte. L'IA Act et la réflexion européenne sur la régulation de l'intelligence artificielle est un énorme sujet. Je l'ai dit à Google hier soir, s'il n'y a pas de régulation, les grands opérateurs se sont plaints quand on a mis en place le RGPD. On dit les entreprises ont dit on ne pourra plus vivre, on ne pourra rien faire, c'est une atteinte à la liberté, etc. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a un règlement européen de protection des données et les grands opérateurs l'utilisent, y compris en dehors de l'Union européenne. Donc on doit réguler ce système parce que si on ne le fait pas, si on n'a pas une approche éthique, si on n'a pas une approche responsable du sujet, on va se faire manger par la bête. Nous devons dire à nos concitoyens que nous avons la maîtrise de ce qui est en train de se passer parce qu'on ne peut pas laisser, pardon de le dire comme ça, mais demain, un seul grand patron, au prétexte qu'il c'est l'homme le plus riche du monde, s'emparer des données et piloter nos vies. Si vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelque temps. C'est la maîtrise publique et l'intérêt général qui doivent primer. Merci Patrick Molinos. Madame la ministre, je vous donne le micro. On glisse gentiment vers la conclusion de cette séquence. Mais peut-être, pour lancer le propos, on parlait d'Europe, on parlait de normalisation. Geoffroy Boulard me soufflait dans l'oreille. Il faudrait quand même demander à la ministre quel sera l'impact de Nice 2 sur les collectivités locales. Alors, commençons par ce sujet-là. Et puis ensuite, je vous invite à réagir librement à tout ce que vous avez entendu depuis que vous nous avez rejoints. Vous voulez vraiment qu'on commence à parler de Nice 2 ? Ça va prendre du temps. C'est la table ronde suivante. Il faut rester alors. Restez là, chers collègues, restez là et vous verrez, on abordera cela en profondeur. Moi, je voulais répondre à Monsieur Dajon. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. En tant qu'élu local, ministre délégué en charge de l'IA et du numérique, je dirais que m'adresser à des élus locaux, des maires, franchement, c'est un moment, depuis que je suis en tout cas nommée ministre, peut-être un des moments les plus intenses de ces 6 dernières semaines. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Je voulais vous répondre sur l'IA et la gratuité. Il n'y a dans ce monde rien de gratuit. Ça n'existe pas. Si c'est gratuit, je pense à un agent conversationnel que vos agents seraient tentés d'utiliser parce que c'est gratuit. Sachez que ce qu'ils vont donner en contrepartie, c'est 1000 fois,
10 000 fois, 100 000 fois la valeur de ce que ça va leur apporter au niveau de leur travail au quotidien. Et la valeur qui est la plus chère à nous, les Français, c'est la donnée. Et la donnée, je suis désolée, ça ne se brade pas, ça ne se donne pas à n'importe qui. Donc ChatGPT, pour le citer, dans vos collectivités, franchement, s'il y a une priorité, tu l'as dit quand je suis arrivée, Patrick, tout à l'heure, c'est ça. Il faut absolument sensibiliser vos agents à ne pas faire n'importe quoi avec des agents conversationnels, ou au moins le faire dans un cadre. Ensuite, on a effectivement la chance d'être dans un territoire, nous sommes des Européens. Moi, je suis fière d'être européenne. Pourquoi ? Parce que l'IA telle qu'on l'imagine, nous, en Europe, eh ben, ce n'est pas l'IA chinoise, ce n'est pas l'IA américaine. Nous, on le construit avec des valeurs. Et l'IA qu'on construit en Europe, elle nous ressemble. C'est nous, on protège nos données, on respecte l'égalité entre les femmes et les hommes, on n'a pas de biais, on est transparent, on annonce ce qu'on fait, on n'enferme pas la jeunesse dans des algorithmes. Bref, on fait des choses qui sont respectueuses de l'humain. Et rien que ça, déjà, c'est une grosse, grosse différence. Alors après, je comprends que ce sont des investissements, on aura l'occasion d'en reparler. Ne vous inquiétez pas, l'État accompagnera la transition des collectivités locales vers l'IA. Je ne dis pas financièrement, hein, vous emballez pas. Mais il y a eu une seconde d'enthousiasme. Voilà. On a senti un frissonnement. Mais on est au rendez-vous. On est au rendez-vous. C'est-à-dire que quand il y aura des difficultés, je pense notamment aux territoires qui sont plus petits, les communes. Mais moi, je crois beaucoup à la mutualisation au niveau de l'interco, quand même, de la diffusion de l'IA, au niveau des usages. Hein, tu me fais signe que oui, chers collègues du Morbihan. Voilà. Mais ça sera une autre étape. On a des plans qui sont en train de se diffuser, notamment Osélia. Et Osélia, on ira vers vous. Mais moi, je suis fan de mener des expérimentations avec des territoires. Les régions de France, j'ai assisté à leur réunion, un conseil il n'y a pas très très longtemps des régions de France. Moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être d'expérimenter des usages, c'est-à-dire les plus pertinents, ceux qui génèrent le plus finalement de gains de temps, de lever des freins administratifs pour permettre à l'agent d'être concentré sur autre chose. Enfin bref, je pense qu'il y a déjà peut-être 3-4 usages à imaginer avec des territoires, et les régions de France sont intéressées pour le faire avec l'État en tout cas. Donc moi je vais aller dans ce sens-là. Et sur l'IA appliquée aux collectivités, aujourd'hui j'avais envie de vous demander des nouvelles d'Albert, qu'on a un peu perdu de vue. Cette IA de l'État, qu'on peut espérer comme étant pour le coup éthique, frugale et facilitante. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce volet qui relève des administrations centrales, est-ce qu'aujourd'hui il y a un chantier qui va s'ouvrir, se rouvrir ? Voilà. Alors en fait, Albert, il existe, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis quelques semaines ou mois, Albert. C'est un projet qui est porté par la DINUM. Donc en fait, il a au moins cet avantage, c'est qu'il existe et qu'il est français et qu'il est donc souverain. Et ce dernier mot, vous l'entendrez souvent dans ma bouche. C'est que vous, les collectivités territoriales, plutôt que finalement, effectivement, tu parlais de charte, que chacun vous ayez votre charte. Moi, ce que je vous propose de faire sur l'IA, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je ne veux pas dans ma commune avec l'IA ? Quelles sont les limites que je ne veux pas que mes agents ou que mes élus ou que les citoyens de ma commune franchissent à cause ou grâce à l'IA? C'est ça qu'il faut plus dire. Qu'est-ce que je ne veux pas? Et à partir de là, ça aide à mettre en place une gouvernance de l'IA. Et la directive que moi, je passe à l'État, et notamment à la DINUM, et c'est une volonté politique, c'est que vous avez chacun dans vos territoires des entreprises, des start-up, des TPE, des PME, qui sont des spécialistes de l'IA et qui vont vous aider à intégrer l'IA dans votre quotidien de collectivité locale. Et donc la priorité pour nous aujourd'hui, c'est d'utiliser les marchés publics, vos marchés publics à vous, nos marchés publics à nous, les administrations d'État, comme levier aussi de développement, d'innovation et de l'IA en France. C'est essentiel. C'est ce que j'ai demandé à la DINUM. J'ai dit à la DINUM, arrêtez de fabriquer des choses qui, pour nos propres usages, qui existent dans les territoires, et poussons la filière IA. Donc la stratégie française là, de l'IA, c'est deux choses. On marche sur deux jambes de manière égale. Il faut pousser l'innovation en France. Ça nous permettra d'être souverains et d'être compétitifs vis-à-vis des Américains et des Chinois. Et deux, protégeons nos systèmes d'information.
protégeons nos valeurs et protégeons nos citoyens. C'est ça la feuille de route que j'ai donnée à la DINUM et je pense qu'elle a été bien entendue. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je propose de vous applaudir. Ce sera le mot de la fin de cette séquence, donc dédiée à l'intelligence artificielle utile pour la gestion publique. Et dans 5 minutes, eh bien, j'ai envie de dire, ne bougez pas, puisque vous allez plonger dans le monde merveilleux de la cybersécurité en compagnie de Madame la Ministre, de Geoffroy Boulard, qui posait la question à dessein, et également, bien sûr, de Patrick Molinoz et de Michel Sauvade. Merci, à tout de suite. S'il vous plaît, pour sortir, est-ce que vous pouvez sortir par le fond de la salle? Merci. Le fond de la salle, donc. Ouais, puis sortez pas tous parce que. Dans l'axe de l'écran. Intelligence artificielle sans cybersécurité, ça marche pas. Hein. Ça fait 3 ans qu'on vous le dit, on va vous le répéter.